Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 2, épisode 13. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Si je vous dis terrasse, soleil, la halle aux poissons, le port de pêche, DJ set, huîtres et pinte de paillettes, vous me dites forcément, eh bien oui, chez Lily, depuis plus de 4 ans maintenant, chez Lily, petit bar mais grande terrasse, comme ce lieu se définit lui-même, est devenu incontournable dans le quotidien des Havrais, surtout l'été. Un lieu atypique à la havraise, créé par 3 associés. Un d'entre eux est avec moi aujourd'hui, Maxence Gourdeau-Montagne. Bonjour Maxence. Bonjour. Merci d'être avec moi pour cet épisode dans le Pod Yaourt. Donc ici, sur la terrasse de chez Lily, premier épisode de toute ma vie dehors. Bienvenue, je suis ravi de faire cette expérience avec toi aujourd'hui sur la terrasse de chez Lily. Et ben moi je suis super content, effectivement, premier épisode de dehors, malheureusement pas sous le soleil. Non mais c'est la vie havraise, Ouais. Il y a des fois avec, des fois sans, mais on est quand même content d'être dehors. Évidemment, forcément. Maxence, heureux propriétaire donc de ce bar chez Lily. Toi tu es parisien, si je ne me trompe pas. Alors parisien, c'est toujours pareil, oui, j'ai habité T'as longtemps habité à Paris, et je suis arrivé au Havre à peu près il y a 5 ans. Tu t'es associé avec Alexis, Oui, tout à fait. Havrais. Raconte-nous un peu cette rencontre des talents. Alors cette rencontre des talents, c'est des talents, je sais pas, mais en tout cas cette rencontre, elle s'est faite effectivement avec deux plus un, quoi, deux camarades de Paris, puisque Igor et moi, on se connaissait à Paris, on a travaillé dans un lieu qui s'appelle la Bellevilloise. Ouais. Et Très connu des Parisiens. Très connu des Parisiens. On a participé à monter plusieurs lieux à Paris avec des lieux qui mêlent des activités de bar, de restauration, d'événementiel et plus généralement de culture. Et l'envie de faire d'autres choses. D'ailleurs, Igor travaille toujours là-bas, lui, encore. Et on est arrivé au Havre avec un projet et qui n'était pas celui-là, mais qui ne s'est pas fait. Et on est tombé sur ce petit bar on a eu le coup de cœur. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire le projet de chez Lily. Et en chemin faisant, on est tombé sur la route d'Alexis, D'accord. qui lui est au Havre depuis des générations. Et ça a tout de suite croché. Mais que tu ne connaissais pas. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Et on en a un peu parlé. Il est venu à Paris, on a fait un déjeuner ensemble, on a parlé du projet. Et tout de suite, il s'est embarqué dans l'aventure. On s'est retrouvés à 3 pour monter ce projet. Toi, avant d'arriver ici au Havre pour monter ce premier projet qui ne s'est pas fait, qu'est-ce que tu connaissais de cette ville ? Et bien au tout début, moi je suis arrivé là en 2017 pour la première fois et je n'y avais jamais mis les pieds avant. Été 2017 ? Alors juste avant l'été, avant les 500 ans. Voilà, parce que j'allais dire 2017, ça offre potentiellement un bon moment quoi, au Havre, étant donné qu'il y avait les 500 ans de la ville cette année-là. Absolument. Moi je suis arrivé par un appel à projet qui s'appelait Réinventer la Seine et qui proposait à des équipes d'architectes et autres, des équipes pluridisciplinaires composées également d'architectes, de répondre à des projets notamment au Havre, sur tout le long de la Seine et notamment au Havre, de réhabilitation de bâtiments. Et c'est ça qui m'a fait découvrir le Havre. Et je suis arrivé. C'est mon cousin qui est architecte qui m'a embarqué dans sa voiture. On est parti un soir. C'était, je crois que la première fois.
Oui, c'est ça. On est arrivé au Havre. Quelqu'un nous a fait une visite de la ville et on a fini chez Payette et puis on est rentré à Paris. Évidemment. Et le passage incontournable chez Payette. Sans mentir, Maxence, quels a priori tu avais de cette ville avant de débarquer ? L'avantage, c'est que comme je la connaissais pas, j'avais pas beaucoup d'a priori. Ouais. Et par contre, je pense que j'étais assez rapidement séduit par son côté très atypique. Okay. J'ai moi-même habité dans quelques villes en France. Je suis né à Amiens, j'ai grandi à Besançon, j'ai habité aussi à Chalon-sur-Saône, j'ai habité à Nice. Donc je ne suis pas étranger de ce que c'est que découvrir des villes. Et c'est vrai que le Havre ne répond pas aux caractéristiques classiques qu'on peut connaître des villes de cette taille-là en France, je trouve. Quand tu as dit à tes proches à Paris, ceux avec qui tu travailles notamment à la Bellevilloise, que ça y est, t'allais te lancer dans un projet au Havre, quelles ont été les réactions de tes proches ? Tout le monde était jaloux, évidemment. Ouais. Évidemment. Non, mais ça a plutôt été bien perçu, mais surtout, je dis ça en blaguant, tout le monde a été jaloux. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont un tropisme d'ailleurs, de sortir de Paris. Alors certains le font, d'autres le font pas, et c'est bien, c'est très bien pour tout le monde. Mais cette idée de dire ah oui, c'est chouette d'aller découvrir une autre ville. En tous les cas, je pense que cette idée un peu négative qu'on peut poser sur le Havre, cette image un peu négative qu'on peut avoir, je suis arrivé tellement sans connaître que je l'ai jamais vraiment trop perçu, quoi. C'est après coup où j'ai compris que le Havre se traînait une réputation pas facile, quoi, de Stalingrad-sur-Mer, blablabla. Évidemment. Toute cette histoire. Chez Lily, donc ce lieu hyper atypique à côté du marché aux poissons, en face du port de pêche, je le disais, qui ne ressemblait pas du tout à ça il y a 4 ans avant que vous arriviez. La question importante, c'est pourquoi ici ? C'est vraiment le spot. Ouais. C'est le lieu, sa localisation, qui est dans un endroit que j'affectionne particulièrement, qui à l'interface entre plein de choses. Entre la ville, entre le port commercial, entre le port de pêche, entre le quartier Perret qui est juste derrière nous reconstruit, et entre un autre quartier qui a une identité particulière qui est celui de Saint-François. Donc c'est vraiment un endroit géographique très particulier qui m'a toujours plu depuis que je suis arrivé. Et après, c'est des conjonctions c'est les opportunités, c'est la vie, c'est un panneau avec écrit « à louer ». Tu passes en vélo avec tes enfants et tu te dis je compose le numéro de téléphone et voilà. Il fallait se projeter quand même à l'époque parce que le lieu, cette terrasse n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, le bar n'est pas du tout ce qu'il était aujourd'hui. Enfin bref, il n'y avait pas l'énergie de la halle aux poissons juste à côté. Même il y a encore 4 ans, il y avait plein de choses à Saint-François qui n'étaient pas encore en place. Il fallait quand même avoir cette force pour se projeter un peu. Fallait se projeter complètement. Je pense qu'on est arrivé au bon moment. Parce que effectivement, il n'y avait pas de grande terrasse. Il y avait là, à l'endroit où on se trouve, là où la table est posée, c'était une route. Et c'était le moment où le quai de Southampton était en phase de fin d'aménagement. Et ici, c'est ce qu'on appelle la couture urbaine de ces travaux, c'est-à-dire c'est la fin de l'aménagement. Et donc c'est pour ça que le sol est le même qu'on retrouve sur celui du quai de Southampton. C'est là où les urbanistes et le paysagiste ont terminé les travaux et ont effacé cette route pour la rendre accessible au public, comme un cheminement, une promenade, un endroit que les promeneurs peuvent se réapproprier. Et tout ça, c'était prévu avant que vous arriviez ici, cette terrasse. Prévu, nous, quand on est arrivé, il y avait le chantier. Ah, le chantier était déjà en cours. Exactement. Ouais, donc effectivement, là, ça donnait quand même un peu plus. On s'est dit, il y a une terrasse, quoi. Il y a une terrasse. Ouais. Exactement. Il y a une terrasse, et pas n'importe quelle terrasse, puisqu'elle est hyper ensoleillée. Ouais. Ça, c'est quand même le gros atout. On a le soleil qui se couche quasiment jusqu'à la fin ici. Et c'est une terrasse. Et très tôt le matin. Et très tôt le matin. Enfin, on est vraiment
très très bien orienté. Et il y a cet environnement des petits bateaux qu'on voit là sur le quai de Lille, du marché aux poissons juste derrière nous, de là le poisson qui n'était rien encore à l'époque, mais qui était quand même un objet particulier. Exactement. Très fort. Et ça, je pense que ça nous a tout de suite séduit. On s'est dit, il y a un potentiel avec ça. Et la dernière chose qui nous a beaucoup plu, je pense, c'est cet immeuble bleu. Ouais. Il était déjà bleu comme ça. Il était bleu-gris, il était un repeint. peu lézardé. Et effectivement, quand on est arrivé, nous on a repeint le rez-de-chaussée et ça tombait à un moment donné où la copro avait une obligation de le refaire et finalement ça a été harmonisé dans son intégralité. Et ça lui donne cette caractéristique, on le voit de très loin, un peu bâtiment évidemment phare bleu, avec ce bleu très, très particulier qui participe aussi du côté un peu signal au pied duquel il y a ce tout petit bar. Ouais, je le disais, c'est vrai qu'à l'époque c'était pas du tout comme ça. Je me souviens de ce bâtiment qui était un peu tristoun, quoi. Vraiment, effectivement, ce bleu, ça vous arrange aussi que finalement cette copro là a eu l'envie d'harmoniser un peu tout, quoi. Alors, complètement, ça nous arrange. Tiens, je vois Alexis qui est mon associé sur le projet. Salut Alexis. Est-ce que tu veux venir ? Et ben, dans 2 petites minutes. Ouais. Si tu veux, on peut s'embrasser. Si tu veux. Ça me va super, moi. Je te rajoute un micro et tu viens nous rejoindre ou... Ouais, carrément, à fond. Ouais. Laisse-moi 5-10 minutes. Vas-y, prends ton café. On fait une petite pause. Je monte le micro d'Alexis. Il n'y a pas de souci. Je te propose qu'on continue, on continue, bien sûr, puis Alexis viendra nous rejoindre. Après. Ouais, juste après. On parlait de ce lieu, on se disait effectivement qu'il fallait... un emplacement, c'était un emplacement. Je te disais que c'est un super emplacement. Et quand tu montes des lieux, quand tu exploites des lieux, ce qui est connu, c'est une règle de commerçant, c'est le plus important, c'est l'emplacement. Alexis, du coup, t'as peut-être un peu aiguillé, lui, le Havrais, dans ce choix qui est ici, quoi. Alors, oui et non. Non, parce que je pense qu'avec Igor, le fait qu'on connaisse pas si bien la ville et qu'on soit séduit par ce spot a fait qu'on y aille vraiment. La preuve, alors je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardaient, mais personne n'est forcément allé au bout. Mais c'était pas si évident que ça, parce que là on dit oui, c'est normal, c'est naturel, ça marche, mais à l'époque, comme tu dis, c'était un peu tristoun, le quartier, fallait quand même un peu se projeter, à tel point que le premier rendez-vous bancaire qu'on a eu pour financer notre projet, il nous a dit mais non, parce que c'est pas l'emplacement pour le coup, l'emplacement, et là vous avez fait fausse route. Les bars, c'est centre-ville, c'est rue piétonne, c'est pas ici. Quoi. Donc, je crois que j'aurais eu la même réaction de ton banquier, très sincèrement à l'époque. Je te raconterai une petite anecdote après quand Alexis sera là. Je pense qu'il a plutôt aimé cette forme de naïveté chez nous et d'intérêt qu'on pouvait avoir sur cet endroit, qu'il affectionnait lui par ailleurs pour avoir eu aussi quelques histoires ici avant. Oula. J'ai hâte d'entendre ces histoires. Et il a tout de suite, embarqué, quoi. Et on s'est retrouvés à 3, donc plus fort, pour monter ce petit projet qui est devenu un petit gros projet, puisque avec cette activité qui est devenue très saisonnière, en lien avec la terrasse, avec le soleil, avec tout ça, fait que c'est un tout petit bar, ça fait 45 mètres carrés tout compris, donc 25, c'est une salle de 25 mètres carrés, mais qui a plutôt une grosse activité. Est-ce que vous avez douté au début justement du fait de cet emplacement, du fait que t'es assez loin finalement de la vie nocturne havraise. Est-ce que vous vous êtes dit est-ce qu'on fait le bon choix en venant ici ? Des fois on doute encore, parce que là je te dis ça on a l'impression que ça marche du tonnerre de Dieu. On est quand même un peu loin de tout et très météo-dépendant. C'est-à-dire qu'il suffit d'un petit coup de vent ou de quelques gouttes de pluie et il n'y a plus personne. Donc c'est jamais gagné, c'est jamais tout roule sur des roulettes. Quand on a lancé le truc, oui, on a douté
on avait forcément quelques doutes, mais je pense qu'on était quand même assez convaincus de notre projet. Ce qui nous a fait le plus douter, c'est qu'on a commencé pendant la période Covid. Et évidemment. En fait, c'était il y a 4 ans. Le Covid est tombé au printemps, et au moment où on a commencé les travaux. Bon, ça laissait un peu plus de temps tranquille pour les travaux. Exactement. Quelle était la couleur que vous vouliez donner à ce bar? Quel était le projet initial ici? Alors le projet initial, c'était vraiment de garder l'esprit d'un petit bar de quartier, un petit bar de pêcheurs, qui est son identité première, tout en y ajoutant une dimension animée, festive. Voilà, donc d'avoir à la fois quelque chose de presque de lieu de proximité, de petit bar, et en même temps un endroit où il se passe plein de choses. On le disait, c'était un lieu, c'est un lieu un peu lointain, de la vie traditionnelle havraise, mais finalement les gens viennent régulièrement, et comme tu le dis, quand il fait beau, la terrasse est pleine, quand il y a des animations, des DJ sets, des concerts, voilà, c'est toujours blindé. Est-ce que vous aviez pas un peu peur justement de faire déplacer les Havrais, de savoir s'ils allaient venir dans ce coin-là ou pas? Vraiment, on ne s'est pas posé forcément les questions en ces termes. Par contre, je pense qu'on a eu des intuitions où on s'est dit effectivement ça va quand même jouer sur la terrasse. Un des aménagements qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle le take-away, qui est juste derrière, qui est cette fenêtre qui s'ouvre sur l'extérieur. Le bar n'était pas du tout aménagé de cette manière. On a refait toutes les vitrines, etc. Et finalement, c'est ce qui quand même permet pour ce tout petit établissement, un tout petit travail, de pouvoir servir directement depuis l'extérieur. Grande prouesse et concept complètement parisien, complètement inédit chez nous. Je me souviens très très bien les premières fois que je viens ici de voir cette file d'attente pour se servir. On était quelques copains en se disant waouh, ça ne marchera pas. Les Havrais ne sont pas habitués justement à se lever pour se faire servir. Et le fait est qu'on s'est trompé, parce que ça marche vachement bien et que du coup, pas grand monde râle. De temps en temps, il y a un peu la queue, mais... il y a la queue, ça c'est notre grand sujet, mais on y travaille au quotidien pour la résorber, la réduire. Et franchement, on a une équipe au top et on trouve des solutions. Et le côté, ça va vite, très sincèrement, ça va plutôt vite. Ça va plutôt vite et ça va de mieux en mieux. Et par contre, ce qui n'empêche que sur le temps du midi, par exemple, comme aujourd'hui, c'est service à table pour le déjeuner. Donc, c'est pas systématique. En revanche, ça permet vraiment de pouvoir déployer sur la terrasse quand il y a du monde. Autre petite anecdote que je voulais te partager, on parlait de cet endroit hyper atypique. Moi, je passais très très souvent sur la route qui était à côté de nous, et quand j'ai vu que ce bar était en travaux, qu'il allait changer, dans ma tête, je me suis dit bon courage, ça ne marchera pas. Très sincèrement, ça ne marchera pas, étant donné les arguments qu'on avançait, le lieu, un peu éloigné de tout ça, le fait que je me suis complètement trompé, quoi. Mais tant mieux. Moi, moi, je suis le premier amoureux de cet endroit, donc j'y viens très très souvent. Donc c'est assez drôle. Donc vraiment, si un jour vous avez des idées de business, me demandez pas mon avis. Ou faites l'inverse. Tu sais, moi, quand à Paris, je travaillais pour la Bellevilloise, on montait différents lieux assez grands et tout. Une fois, on était invité à voir l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui était donc dans le 14e arrondissement, un peu en friche, avec l'idée d'en faire quelque chose. On est arrivé à Troyes, on a regardé le lieu, on a dit mais ça marchera jamais, c'est galère, c'est loin de tout, etc. Et un an plus tard, il y a eu les Grands Voisins, qui est un tiers-lieu très très important, qui a ouvert pendant plusieurs années et qui a cartonné. Donc en vrai, on peut jamais vraiment savoir, quoi. Ce qui fait que ça marche, c'est quand même quand on y croit, je pense. Et derrière, avec une adjonction de plein d'éléments, la mayo, elle prend. Et la mayo, c'est des ingrédients, mais c'est aussi il faut que ça marche, quoi. Tu peux pas tout maîtriser. Est-ce que tu es surpris du succès? Parce qu'on peut parler de succès ici chez Lily, tellement on en parle. Voilà, les Havrais se sont appropriés quand même ce lieu assez rapidement. Est-ce que ça te surprend? Toujours, oui, parce que ça fait toujours très plaisir de voir que c'est plébiscité. Il y a un attrait pour un projet qu'on a pensé.
de passer, quand tu te remémores le fait que ce projet n'existe que sur une feuille de papier et dans ta tête, et de voir qu'après ça existe réellement et que ça remporte l'adhésion, c'est toujours satisfaisant. Alors toi, tu me disais que tu habites au Havre. Ouais. Maintenant, tu as donc quitté la vie parisienne pour la vie havraise. C'était forcément un choix obligatoire pour toi de venir habiter ici ? Ça s'est bien trouvé. Ouais. Avec ma femme, on a des enfants en bas âge à l'époque. Plutôt l'envie de partir de Paris. Ma femme, elle est de Picardie. Ok. Pas très loin. Pas très loin. Pas très loin de la mer non plus. Et donc, moi, j'avais ce projet au Havre, donc pas chez Lily, mais un autre projet. Et on s'est dit, allez, banco, c'est l'occasion. On verra bien. Ça marche ou ça marche pas. Mais au pire, on revient. Au pire, on part ailleurs. Et donc, on a débarqué au Havre. Et c'est vraiment sans regret. Ça a été fait justement de concert un peu en famille. Le fait de bouger justement de cette vie parisienne pour retrouver un peu cette quiétude de la vie havraise, ça a été un débat entre vous ou alors ça a été rapidement évident ? Pour dire la vérité, c'est quand même le moteur, ça a été ma femme sur ce départ, puisque moi j'envisageais on l'embrasse, bravo. Quand même de mener ce projet depuis Paris. Je pensais que ça allait très bien marcher. Et finalement, comme toujours ou comme souvent, elle a les bonnes intuitions et en tout cas, elle a été moteur sur ce départ et voilà, je la remercie de ça. Bravo à elle, parce que du coup, ce succès, c'est aussi en partie grâce à elle. par ricochet. Voilà, par ricochet. On le disait, ça fait 4 ans que vous êtes là. 4 ans, c'est quand même un bon moment. Quel est le bilan que vous faites de l'exploitation de chez Lily là, depuis 4 ans ? Le bilan, c'est que c'est une activité qui n'est pas forcément facile. Ouais. Ça marche bien, certes, mais c'est pas quelque chose qui roule naturellement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, très dépendant à la météo, que c'est... donc ça demande une grande souplesse pour pouvoir être présent quand il y a du monde, de pouvoir être en plus petit format quand il n'y a personne. Et le recrutement des équipes doit être assez compliqué, la gestion des effectifs. La gestion, parce que le recrutement, jusque-là, on a de la chance. On a, depuis qu'on est arrivé, et c'est ça qui participe grandement au succès de cet établissement, c'est les équipes qui le font tourner, puisque moi, je ne suis pas très peu, voire quasiment jamais derrière le bar, en vérité. Et ceux qui font que ça tourne, que ça marche, c'est ceux qui le font vivre. Et ça, depuis le début, on a des équipes qui vraiment s'investissent et incarnent l'esprit du lieu de manière très, très forte. Ouais, on parlait de la gestion des effectifs. Effectivement, ça doit pas être simple, hyper dépendant de la météo, comme tu le disais. Comment on fait, par exemple, comme un jour comme ça ? Voilà, on est le premier week-end de juin. T'as l'habitude d'ouvrir des huîtres le samedi matin. On s'attend forcément quelques semaines avant à un beau week-end pour le premier week-end de juin et on se rend compte que c'est finalement pas trop ça. Est-ce que par exemple aujourd'hui, t'as fait en fonction de la météo ? Comment ça se passe ? Alors oui, c'est un petit peu en fonction de la météo. Après, on a réussi à trouver un modèle où on arrive à répondre à une demande de manière, de manière assez flexible. Aujourd'hui, c'est sûr que ça sera moins important que le week-end dernier, mais on va quand même avoir du monde. Ça va pas être zéro, quoi. Ouais, évidemment. Et c'est juste parfois, des fois, on se fait un peu surprendre par un afflux très important de monde. Et là, c'est parce que on a des équipes qui sont souples, qui sont sympas, qui sont volontaires, de dire tiens, est-ce que tu peux pas nous dépanner là, rester un peu plus, etc. Enfin, voilà. Oui, parce qu'en plus de la météo au Havre, cette météo est changeante très rapidement. Très rapidement, c'est son charme. Donc on peut passer d'une matinée un peu compliquée, pluvieuse, à une après-midi très ensoleillée. On a eu l'année dernière, je crois, un concert avec Manhattan-sur-Mer. Ouais. Donc en live sur la terrasse, il faisait très beau, c'était très sympa, il y avait de l'ambiance, du soleil, puis on a senti que ça commençait à se lever. Tu sais, quand tu dis oh là, ça va arriver. On le sent. Et c'est arrivé,
Et on s'est retrouvés avec un vent, mais du tonnerre, ça, les chaises elles volaient et ils continuaient à jouer à la batterie, c'était complètement surréaliste. Bah là, on tenait les parasols qui c'est quand même un peu particulier, effectivement. Tiens, Alexis nous rejoint. Donc super. Ça, c'est la vie de chez Lily, c'est qu'on est obligé de s'adapter, on a des petites urgences et un peu sans arrêt. Donc tu étais en course ce matin. Exactement. Alexis, c'est cool de nous rejoindre. Merci. Bah ouais, avec plaisir. Ouais, on a parlé Hyper plein content. de trucs. Hein. On a parlé plein de trucs en ton absence, forcément. J'ai demandé à Maxime pourquoi ce lieu, pourquoi le. Maxence, pardon. Maxime, c'est le chef de cuisine. Voilà, Maxime, c'est grâce à lui que j'ai eu ton numéro. voilà, exactement. Donc, je pense à lui en plus. On l'embrasse. Il est là, il gratte. Il gratte. Il est derrière le comptoir. On ira le voir après. Toi, t'es le Havrais de l'étape. Je suis le Havrais de l'étape. T'es le seul Havrais du trio magique. Du trio. Maxence nous racontait un petit peu tout à l'heure votre rencontre. Comment toi t'as vécu cette rencontre, comment tu les as connus et qu'est-ce qui t'a donné envie de bosser avec eux? Ouais. Et ben écoute, la rencontre elle s'est faite parce qu'à l'époque j'étais hôtelier. Ouais. Donc, je travaillais dans un petit groupe qui s'appelle Vent d'Ouest, les Maisons de Léa Honfleur et le Chamois d'Or à l'Alpe d'Huez. Donc très bien. Ça pendant 10 ans. J'ai interviewé Léa Lassara il y a 2 semaines. C'est le podcast qui est sorti récemment. Et ben donc j'ai travaillé avec eux pendant 10 ans. C'était un truc très très chouette de longue durée. Et quand Maxence est venu s'installer au Havre, je l'ai rencontré dans ce cadre-là puisqu'il cherchait à connaître un petit peu plus le marché de l'hôtellerie sur le grand projet de l'Axe Seine sur l'hôtel flottant. Donc on s'est rencontrés comme ça. Une deuxième coup, je rencontre Igor dans un petit pince-fesse cocktail autour de Smart Port City. Et puis on se lit, on échange pas mal. Et un jour, Maxence m'appelle en me disant on a repris un petit bouclard, un pas de porte qui était alloué quartier Saint-François. Je dis ok. Apparemment tu connaissais toi. C'est où? Et il me parle du Bon Coin et donc je lui évoque mes souvenirs de retour de hockey sur gazon le dimanche soir où on prenait des grosses cuites. Mais je me demandais qui venait là. Donc une petite équipe de hockey le dimanche soir avec des souvenirs mémorables. Donc très cool. Donc je lui dis à fond derrière le projet, c'est super. Si vous avez besoin d'un coup de main. C'était surtout sur la partie travaux, connaître des personnes qui pouvaient intervenir. Puis on a rééchangé avec Igor et puis un jour ils m'ont fait. On a déjeuné à Paris, qui était très très sympa. Je sais plus quel était ce restac, mais petit resto dans le 20e. Ouais. Dans le 20e qui était top. On fait un déjeuner qui file dans le temps, au soleil, en terrasse. Et au retour de ça, ils me disent si tu as envie d'avoir une place dans le projet. À fond. Donc voilà, cool. Tout est né comme ça, assez facilement. On se connaissait très peu. Pas du tout même. Pas du tout. On peut dire une dizaine de rencontres. Et puis le truc a fonctionné comme ça. Et après, moi, c'était un métier que je connaissais, puisque 10 ans dans l'hôtellerie, mais pas forcément dans cette partie plus bistrot. Mais le projet me bottait à fond. Et voilà comment ça s'est passé. Maxence, c'était rassurant aussi peut-être d'avoir quelqu'un du cru dans l'équipe. C'était rassurant. Et puis, je pense que peut-être ça nous manquait quelqu'un du coin, pour bien compléter notre équipe. Mais j'aurais pas été là, ça aurait très bien fonctionné quand même. Donc pas forcément besoin d'avoir quelqu'un du cru pour participer au succès. En tout cas, je pense que c'était surtout une chouette, chouette rencontre et l'envie de le faire ensemble. Et depuis ça, Et puis je pense que c'est pas sur plein d'éléments, être 3, c'est plutôt bien. Ouais. Parce que Igor travaille énormément pour Lily, mais pour la partie gestion, programmation, ça je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais on pourrait y revenir. Mais fatalement, il y a un côté présence où il est moins là, même s'il vient quasi toutes les semaines. Mais faire le décrochage pour aller faire les courses le samedi matin, parce qu'on a une grosse OP la semaine prochaine, il faut qu'on compte un peu plus sur cet ensemble de 3 personnes pour que le staff puisse faire son boulot et soit moins touché par les aléas. Et justement, c'était ma prochaine question. Maxence, tout à l'heure, tu me parlais de la gestion des effectifs. Tu me disais que forcément, toi, tu n'étais pas vraiment souvent derrière le bar. Comment vous répartissez le travail à 3 et qu'est-ce que vous faites tous les 3 indépendamment pour chez Lily? On a un peu des spécialités, comme l'a dit Alexis. Igor, il gère toute la partie back-office, administration, RH, gestion, etc. Finance. Et
programmation. C'est lui qui il a vraiment un goût et un savoir-faire sur toute la question de programmation musicale notamment. Bon, un goût aussi très avéré sur le whisky, hein, donc on a une cave surdimensionnée par rapport à ce qu'on a, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Choix de whisky, et j'ai envie de dire merci Igor, parce que sans toi j'aurais jamais aimé tout ce qu'on a derrière le bar. Et aussi une grosse partie, mais c'est quelque chose qu'on fait quand même beaucoup tous ensemble pour le coup, mais ouais, une appétence sur les vins pour sélectionner les produits qu'on veut. Donc la partie offre, globalement, elle est faite de façon très partagée. La partie programmation musicale est exclusivement réservée à Igor. Ouais, beaucoup Igor. Même si on a des petits trucs qui se programment sur le côté, mais c'est vraiment Igor qui gère toute cette partie-là, et cette partie très RH, back-office, gestion dont il est très maître à bord. On voit derrière vous, messieurs, qu'on ouvre des huîtres. C'est une tradition ici le samedi matin, non ? Alors c'est une tradition, mais qui s'est faite, qu'on a initiée et qui a été vraiment à l'origine du projet. Quand on l'a écrit, on voulait des huîtres et quelque chose de récurrent. Et donc on a instauré cette idée que tous les samedis matins, alors que le marché aux poissons qui est derrière est ouvert, il y aurait des huîtres chez Lily. Au début, c'était pas forcément si évident de faire savoir que ça existait. Et aujourd'hui, je crois que c'est un vrai rendez-vous au Havre. Ces huîtres en terrasse devant chez Lily, c'est plus seulement le samedi, c'est le samedi et dimanche. C'est maintenant même le vendredi soir, puisqu'on a un marché de producteurs sur la place, le samedi et le dimanche. Et on peut bouffer des huîtres tout le temps chez Lily. Et donc ça participe vraiment de l'identité de chez Lily. Et on est très fiers de ça, de ces huîtres de Saint-Va, qui viennent de Saint-Va-la-Hougue. C'était pas si facile. C'est un rendez-vous, on a tenu vaille que vaille pour le maintenir. Les chiffres n'étaient pas au rendez-vous. Les hivers passant, on est dehors, ça caille, on se dit pourquoi on le fait. Les marges sont quand même pas énormes sur ce genre de choses. Mais ça participe, comme le dit Maxence, à un super moment et une sorte de rendez-vous qui se fait. Et maintenant, c'est plutôt un petit truc de succès. S'il y a un rendez-vous le samedi matin, dimanche matin pour manger des huîtres et boire un petit coup de blanc à 11h, c'est parti, c'est chez nous. Et c'est toute l'année, donc effectivement on parle de la terrasse, mais il faut savoir que Lily, ça marche aussi l'hiver à l'intérieur. Et alors il n'y a pas autant de monde, mais c'est vite. Ce serait compliqué de toute façon dans 25 mètres carrés. Et c'est une super ambiance. T'es là, c'est un peu serré, il y a de la buée aux fenêtres, il y a de la musique, et tu manges des huîtres, du vin blanc, des produits de la mer, etc. C'est très très sympa. Ça, c'est un des rendez-vous de chez Lily, les huîtres. On parlait de rendez-vous musicaux. Voilà, quels vont être cet été les grands rendez-vous à pas louper chez Lily ? Alors depuis qu'on a commencé, on a instauré une programmation estivale qui s'appelle Soleil couchant, qui est de toute l'animation, toute la programmation qu'on peut amener l'été sur la terrasse de chez Lily et plus largement sur la place à l'occasion d'événements tels que la fête de la musique, la fête de la mer ou d'autres fêtes qui ont plus d'envergure. Donc Soleil couchant, 4e édition qui commence le week-end prochain. C'est tout ce qui se passe chez nous et autour de nous pendant l'été. Et quels sont justement Est-ce qu'il y a déjà des trucs de prévus là cet été Alors oui, la programmation, on vient de la sortir, on vient de recevoir notre affiche, donc qui a été cette année faite par Olivier Laude, qui est un graphiste illustrateur que connaissait bien Maxence. Et donc toute la programme, on pourrait se la dire, mais moi je l'ai pas du tout en tête. Par contre, ça démarre le 6 juin, donc le week-end prochain, avec nos premières dates. On va enchaîner très très rapidement avec la fête de la musique. Évidemment, le 21 juin. On vient de sortir, 21 juin, donc 2e année consécutive avec Helios, qui vient donc de l'électro. Ça va être l'année dernière, ça a été le feu, un truc de fou. Et cette année, on prévoit une bonne grosse surprise de malade également. Donc ça va être le feu. Et je suis quand même allé rechercher les petits grands faits saillants. Et effectivement, des rendez-vous qui nous tiennent beaucoup à cœur et pour lesquels on s'investit, type la fête de la mer ou fête du maquereau qui existait avant nous mais qu'on a un peu relancé. C'est des fêtes un peu emblématiques ici, la fête de la mer. Des fêtes du quartier, de la ville, qui sont
hyper joyeuse où il y a les pêcheurs, tous les alors fête de la mer, il y a aussi tous les pêcheurs là qui sont qui ont juste à côté, les petits bateaux ici là, il y en a deux qu'on voit juste ici. Tout le monde est mobilisé, il y a les pavois sur les bateaux, enfin c'est vraiment très très joyeux et très à l'image du quartier. Voilà, c'était aussi important pour vous de justement vous imbriquer dans cette vie de quartier, ces fêtes de quartier, voilà, participer quand même aux festivités qu'offre le quartier Saint-François. Absolument, et je pense qu'on y contribue joyeusement. Ouais, c'est un quartier qu'on a besoin, qui a besoin de vivre. De vivre. Alors on va pas dire de se réveiller, et ça passe pas que par nous, parce qu'il y a plein de personnes qui commencent à s'installer, évidemment, ou se réinstaller, ou qui étaient déjà là avant nous, mais il y a une super dynamique qui s'installe, et l'événementiel attire finalement du monde qui ne vient pas tout le temps et qui prend goût peu à peu à venir plus régulièrement à Saint-François, cette presqu'île de folie. Alexis, si tu as la prog, si tu as 2-3 trucs à nous dire, donc qu'est-ce qu'on a prochain, ça commence par une soirée allemande avec deux DJ qui viennent voilà. Je sais pas pourquoi on se marre, mais Allemands, mais parce que c'est un peu les concours de circonstances, mais ça va être drôle en tout cas. Ah ok, d'accord. C'est une soirée donc musique allemande et currywurst. Ouais. Ah très bien. Jeudi soir pour ouvrir cette saison. Donc les saucisses, les fameuses saucisses au curry de Berlin. Donc ça c'est le premier DJ set. Après on a Tony Garagiste le 7 juin, le 8 Stalawa, encore un DJ set, et accompagné avec une belle OP food avec le Margot. On va en parler forcément des copains du Margot. Les copains du Margot qui seront là pour l'opening de Soleil Couchant. On va pas faire toutes les dates, mais la dernière date ce sera le premier week-end de septembre, du 6 au 8. Et là on va avoir entre 6 au 8 septembre, et entre le 6 juin et finalement ce 8 septembre, on va avoir 6, 7, 8 événements qui vont irriguer l'été, qui vont nous accompagner dans notre soleil couchant 2024. Sachant que c'est musique et restauration, puisque chez Lily, c'est vraiment ça. C'est les deux piliers de chez Lily, c'est de la programmation musicale et un endroit où on peut bien manger. Et c'est quelque chose auquel on tient depuis le début. Par exemple, l'offre restauration, le midi, on a parlé des huîtres le samedi et le dimanche, c'est très important pour nous. On a des équipes qui sortent des super assiettes. On est référencé dans le fooding, ce qui est plutôt pas mal. Pas rien au Havre, dans Raisin pour la partie vin nature, etc. Ouais. Donc c'est plutôt des reconnaissances aussi sur cette dimension qui est aussi importante que la partie programmation. Et les deux marchent ensemble, et les deux, on les retrouve dans le projet Soleil Couchant. On va parler, messieurs, d'autres projets que vous avez. Tu m'as tendu la perche, Alexis, en parlant du Margot, les copains du Margot qui sont pas très loin. Gauthier et Marguerite, avec qui vous vous êtes associés pour faire le restaurant du musée Malraux, donc le MUMA, qui s'appelle Les Fauves. Racontez-nous comment elle se passe cette rencontre entre vous, et qu'est-ce qui vous donne envie de bosser ensemble ? C'est encore une fois des rencontres qui se font naturellement, on ne provoque pas grand-chose. Je connaissais un peu Gauthier et Marguerite depuis un certain temps. Ils sont venus ici naturellement pour venir au comptoir boire des petites bières et des coups de vin. On s'est liés d'amitié, on a commencé à faire des premiers pas ensemble avec des collabs comme Hot Oyster Party, mais sur les brunchs du Margot. C'était en 2022-2023, je crois. Et on a commencé à faire des choses comme ça. Et un jour, on a vu cette proposition de reprendre l'appel à candidature pour reprendre le restaurant du MUMA. Et on s'est dit que le spot, il était quand même géant, qu'on pouvait faire un truc superbe. Et donc, on en a parlé avec eux. Et tout de suite, on a posé une candidature commune, Lily et le Margot. Donc cette belle équipe pour reprendre ce lieu. Donc on a eu deux, trois petites étapes, on a fini par être sélectionné et depuis ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on est à l'intérieur, et c'est vraiment une super expérience complètement différente de chez Lily. Là on est vraiment sur de la restauration. On est sur de la restauration, restaurant, bistrot, une offre différente de celle du Margot bien évidemment, et une offre
aujourd'hui, qui est une offre du midi, puisqu'on ne peut pas ouvrir le soir, sauf exception pour certains cocktails, pour des mécènes, du MUMA, etc. Mais un jour, peut-être, on pourra ouvrir un peu plus le soir. Ouais. Et ça, ce serait quelque chose de vraiment génial. Une très belle équipe là-bas. Je vous encourage à y aller. Moi, c'est juste le spot, il est démentiel. Quelle cuisine on peut manger au Fauve ? C'est de la cuisine, je dirais un peu bistronomie revisitée. C'est cartes courtes qui changent toutes les saisons avec des plats des suggestions du jour, des plats du jour. Et c'est un peu les classiques qu'on connaît, mais vraiment revisiter. La première entrée qui a inauguré notre arrivée dans les Fauves, c'était un poireau. Les ribots. Les ribots, donc poireau, tout ce qui est plus classique, et en même temps complètement retourné, réinventé. Et voilà, et tout le travail que fait Gauthier avec Julien, le chef exécutif des Fauves, c'est de faire ça à chaque fois. Et aujourd'hui, si je comprends bien, vous êtes 5 associés chez Lily, au Fauve, pardon. Exactement, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, le prochain projet, je sais pas combien on sera. Ouais, c'est ça, vous recrutez à chaque fois. Bon, en fait, on a quand même ce côté collectif qui fonctionne bien, même si c'est jamais simple de prendre des décisions à 5. Donc on a quand même bien. C'est une copro, quoi. On a bien segmenté aussi les parties qu'on a individuellement en charge. Et on essaie que ça soit le plus lisible possible, parce que pour une équipe, avoir 5 boss, franchement, ça doit être très chiant. Oui. Donc il faut vraiment que ça soit calibré. On a trouvé notre rythme, notre répartition du boulot assez vite. D'ailleurs, on l'avait un peu plus travaillé, cette répartition du travail en amont. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, tout le monde s'entend bien. Tout le monde s'entend bien, et il y a même des bonnes connexions entre les équipes qui travaillent au Fauve et celles de chez Lily, celles qui travaillent au Margot. Donc il y a aussi une culture de lieu, de projet, même si c'est des choses très différentes, qui infusent et qui est assez agréable. Ouais. Quels autres projets pour l'avenir, pour vous ? Quels sont les projets à venir ? Alors pour l'instant, désolé, pas de scoop, mais pas de projet en particulier. Je te coupe, parce qu'en préparant ce truc, cet épisode, j'ai vu qu'il y avait une pizzeria chez Lily, à la Cavée Verte. Ouais. Donc en gros, je me suis dit, ils ont fait une pizzeria à la Cavée Verte. Écoute, nous on l'a découvert quand on a commencé à recevoir des coups de téléphone pour commander une margarita ou une 3 fromages chez Lily. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on s'est dit, ah oui, en fait, il y a une pizzeria qui a ouvert l'année dernière, je crois. Ouais. Donc pas du tout. Rien à voir. Ok. Donc du coup, les projets, pas de pizzeria. Maxence, il aimerait beaucoup ouvrir une pizzeria. Mais on n'a pas. C'est trop tard. On s'est fait griller. On va faire autre chose. Mais non, on n'a pas aujourd'hui rien dans les tuyaux. On est ouvert à plein de choses et on regarde. Mais il y a des envies. Il y a forcément des envies. Après, il faut aussi. On voulait stabiliser un petit peu ce qu'on avait créé, parce que finalement, ça va quand même assez vite. Chez Lily, les Fauves, tout ça, on l'a commencé le jour où il y a eu le premier jour de confinement, donc c'était quand même un peu particulier, mais les étapes vont vite, et finalement ce sont des grosses équipes. On monte à 10, 11, 12 personnes l'été par moment. Chez Lily, on a 8 personnes au Fauve. C'est quand même deux beaux établissements, donc on stabilise cet ensemble. Après, on a forcément envie de faire autre chose, mais on ne se force pas à faire à monter des projets pour monter des projets. Et comme le dit Maxence, voilà, on a les yeux ouverts, les oreilles tendues, mais on ne stimule pas plus que ça le troisième projet. Sans forcément en dire plus sur vos idées que vous auriez, tout ça se ferait au Havre. S'il y a en tout cas, on est fermé à rien. Ouais. Mais oui, mais l'idée de continuer à faire des choses au Havre, je pense que nous plairait. Maxence, je voyais, je suis allé un peu sur ton LinkedIn pour préparer cet épisode. Alors, il y a beaucoup de choses sur ton LinkedIn. Associé chez Lily, au Fauve, associé gérant des Apaches, responsable projet stratégique Habitat. Personne ne sait ce que ça veut dire. Chez pas moi. Chez Logéo, tu bosses
vraiment sur tous ces projets en même temps? En fait, j'ai deux grandes activités, c'est chez Lily et les Fauves. Ouais. Ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, je travaille pour Logéocène, qui est un bailleur social. Et pour qui je travaille sur des projets de développement, projets stratégiques habitat, ça veut dire des nouveaux projets qui sont portés par ce bailleur. Très bien. Et qui participent à réinventer des manières d'habiter. Très concrètement, c'est par exemple, il y a la transformation de l'ancien cinéma avenue Foch au Havre. Ouais, l'UGC, ouais. Et ça, c'est un projet porté par Logéo sur lequel je travaille. Ok. Exemple concret. Tu t'ennuies pas? Il y a beaucoup de choses là quand même. Non, je ne m'ennuie pas, mais ça permet d'avoir une grande variété d'activités, d'activités, des choses très sur lesquelles, je veux dire très localisées et sur lesquelles j'ai la main à 100% avec mes camarades. Et à l'inversement, chez Logéo, c'est des plus grandes envergures. Mais c'est des temps peut-être plus longs. Donc voilà, c'est un bon équilibre. Mais tous les trois, avec Alexis ou Igor, on a d'autres activités à côté. Et c'est ce qui permet aussi de garantir un équilibre, de ne pas avoir aussi une forme de pression sur ces activités. Et pour l'instant, ça marche bien. Et toi, Alexis, qu'est-ce que tu fais ailleurs? Moi, j'ai une agence de communication qui s'appelle BDSA. Ok. Et ça, c'est mon premier job, mon full-time job. Ouais. Voilà. On est 15, on est au Havre. C'est une agence qui a 40 ans maintenant. Ok. Et ça fait depuis 2015. Pour revenir un petit peu à ces lieux que vous avez, ces lieux que vous avez montés ensemble, on sent depuis, alors en tant qu'Havrais, on sent depuis des années que le Havre est de plus en plus bankable pour entreprendre. Vous qui êtes ici maintenant depuis 4 ans, est-ce que vous le ressentez aussi un peu? Alors, je pense qu'il faut toujours être un peu prudent avec ça, parce que bankable, oui, il y a une petite cote, un attrait, et qui est réel. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai vu même des amis à moi, ou autour de moi, des gens qui arrivent, qui s'installent, qui ont le même goût prononcé que moi pour cette ville. En revanche, on n'est pas sur des niveaux comme on peut voir à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, d'afflux massif de personnes. Et pour moi, le Havre, c'est vraiment une ville qui est toujours un peu sur la crête, quoi. Il y a à la fois ça bouge, il y a des choses qui se passent, mais c'est toujours un peu vigilance, quoi. Difficile à lire. Hein. Je pense qu'on est sur une grande étape où la ville en attractivité monte et elle va continuer. Le chemin, il n'est pas du tout fini, mais je pense que la dynamique, elle est très bonne. Après, le côté bankable veut dire aussi une certaine facilité à monter et à créer des lieux. Si on parle que de restos, de bistrots, etc., on peut pas dire que ça soit d'une facilité, d'une aisance folle à faire. C'était pas vraiment ce que je voulais dire dans le côté. Non, pas du tout facile, mais tu vois, moi je le ressens à Paris, je le ressens quand je suis à l'extérieur justement, que c'est une ville vers laquelle on va se tourner un peu plus facilement pour monter des projets qu'à l'époque. Bien sûr, je pense qu'elle est beaucoup plus regardée qu'elle n'a été regardée, et tant mieux. On en a besoin. Il y a encore plein de choses à faire. Maxence a passé une partie de sa semaine à Paris. Moi, j'y étais jeudi, vendredi. C'est vrai que on a dès qu'on marche 20 mètres, on voit plein de choses extraordinaires et on voudrait rentrer dans tous les restacs et tous les bistrots. Ici, il y a encore de la place, donc et c'est tant mieux parce que la ville va continuer à évoluer dans ce terreau-là. Et un des atouts de cette ville que j'ai vraiment observé, dont j'ai fait l'expérience, c'est l'accueil. Ouais. Alors que ce soit des gens qui habitent, mais aussi la ville, la facilité pour monter les projets. Les échanges avec la mairie, avec la mairie, avec toutes les parties prenantes, parce que la mairie, la communauté urbaine, la chambre de commerce, le port, etc. Il y a tout le monde est quand même mobilisé pour faire en sorte que les projets se font, et ça ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'il y a des villes où c'est très difficile de monter des projets. Au Havre, c'est encouragé. Et vraiment, ça change tout. Mais tu parlais de Nantes, de Bordeaux, qui sont pour le coup des villes vraiment bankable, dans lesquelles beaucoup de Parisiens émigrent et même ailleurs. Moi, je sens dans ces villes-là, pour y être allé il n'y a pas longtemps, que justement, ça sature un peu. Ouais. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Au Havre, il y a de la place. Voilà, il y a de la place pour faire des projets. J'espère que nous, on va pouvoir en faire d'autres. J'espère que d'autres vont pouvoir en faire d'autres, puisque derrière, c'est ce qui va amener une énergie. Bien sûr. Tout le monde se sert.
tout le monde va en bénéficier. Oui, parce que si on reparlait de l'attraction de Saint-François, on ne peut pas être seul à porter quelque chose comme ça. Alors quand on a une belle offre avec le Margot, le Lyonnais, le Poisson Rouge, les mecs de Underdogs qui viennent de s'installer, alors j'en oublie plein, mais il y a quand même quelque chose qui se monte, mais il faudrait qu'on ait 3 fois plus de boutiques comme celle-ci à Saint-François pour que ça prenne corps. Donc il y a de la place, il faut monter des projets. Moi, je trouve qu'il y a quand même, je rejoins ce que tu dis, une facilité à pouvoir dialoguer et avoir accès aux instances économiques pour monter des projets. Il y a de l'appui avec des très belles associations comme Réseau Entreprendre qui accompagnent les projets. La Chambre de commerce qui nous avait accompagnés avec l'initiative. La ville du Havre, quand on monte Soleil couchant, fatalement, si la ville veut jouer pas avec nous, on ne peut pas faire Soleil couchant. Donc sur un niveau d'autorisation, sur un niveau de sécurité, ils nous accompagnent. On a rendez-vous tous les ans pour la saison d'après. C'est super bien accueilli. Donc quand on est aussi accompagné par l'écosystème, ça marche plus. Donc oui, il y a de la place, et 2, c'est facile de pouvoir monter conjointement. Ouais. Et ça vous a rassuré, j'imagine, quand vous êtes arrivé, de vous dire, bon, les acteurs locaux sont enclins aussi à vouloir faire vivre cette ville. Donc il y a de la place. Oui, absolument. C'est un vrai atout qu'a le Havre dans sa politique d'attractivité, je trouve. Et c'est un vrai aussi engagement de notre part, parce que Maxence et Marguerite sont engagés dans l'association des commerçants de Saint-François. Enfin, dire, tout ne se passe pas tout seul. Faut aller chercher l'ensemble des acteurs, mais une fois qu'on est à l'intérieur de tous ces petits réseaux, on arrive à avancer les choses, faire avancer les choses. On arrive dans quelques instants à la fin de cet épisode, messieurs. J'ai encore 2-3 questions. On en parlait tout à l'heure avec toi, Maxence. Tu es au Havre depuis 4 ans. Depuis que Lily existe. Tu étais donc à Paris, à la Bellevilloise. Pas de regret ? Aucun regret. Promis. Nickel. Bon, on le dira à tout le monde. J'ai une dernière question pour vous, messieurs, à répondre l'un après l'autre. C'est un peu la question qui termine tous mes épisodes. Messieurs, le Havre, pour vous, ça représente quoi ? Alexis, le Havre de l'étape. Le Havre, moi, c'est ma ville. Donc, je suis peut-être le camarade qui a le moins bougé et j'aime bien être ici. Enfin, je me sens bien, c'est là où j'ai envie d'être. Donc partir, non, je pense que je ferai ma vie ici, moi. Maxence ? Moi, je dirais le mouvement. Pour moi, c'est vraiment une ville en mouvement à tous les points de vue. C'est le temps qui change, la marée qui monte et qui descend, le port qui fait rentrer, sortir des bateaux. Et c'est son architecture qui s'est complètement métamorphosée, qui continue de le faire. Et c'est ce qui lui donne, je pense, cette énergie si particulière et sa singularité. Eh bien écoutez, merci beaucoup Maxence, merci beaucoup Alexis. Merci à toi de m'avoir accueilli chez vous ici sur la terrasse de chez Lily pour le premier épisode dehors de l'histoire du podium. J'espère que c'est pas le dernier, parce que c'est quand même hyper agréable. Merci encore une fois à vous. Et puis on le rappelle, chez Lily, forcément ouvert tout l'été, des huîtres le samedi, le dimanche, le vendredi et même pendant l'hiver. Voilà, et puis plein de programmations musicales ici forcément tout l'été à retrouver sur vos réseaux, très certainement. Tout à fait. Merci beaucoup messieurs, et puis à très vite pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao.